Catherine a 68 ans et se réveille chaque matin avec un corps qui la fait souffrir, l'arthrite dans les doigts, le dos douloureux. Mais ce mardi de mars, quelque chose est différent. Une chaleur l'envahit, une chaleur qui n'est pas due à la ménopause, passée depuis des décennies. C'est autre chose, quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Un désir pur et simple pour un homme assez jeune pour être son petit-fils. Et pas n'importe lequel. Théo, 21 ans, vierge, les yeux écarquillés de peur lorsqu'elle l'a touché pour la première fois la veille au soir. Elle n'avait rien prévu de tout cela. Veuve depuis 12 ans, depuis la mort soudaine de Mario d'une crise cardiaque, elle a passé la dernière décennie à vivre pour ses petits-enfants, ses amis du club, ses cours d'aquarelle. Une vie tranquille, prévisible, sans risque, mais complètement vide intérieurement. Théo est apparu il y a 3 semaines. Le fils de la nouvelle voisine qui a emménagé dans l'appartement d'à côté. C'était un étudiant en ingénierie timide qui passait ses journées enfermé à étudier. Trop maigre, avec une peau claire, rarement exposée au soleil, des cheveux bruns toujours en désordre et des lunettes qu'il retirait nerveusement pour les nettoyer lorsqu'il lui parlait. Sa mère avait demandé à Béatrice de veiller sur lui lorsqu'elle devait voyager pour le travail, expliquant que son fils était très isolé, sans amis, et passait trop de temps seul. Béatrice avait accepté, pensant qu'il s'agissait simplement d'une question de politesse, lui apportant de temps en temps un panier repas et lui demandant s'il avait besoin de quelque chose. Mais la première fois qu'elle entra dans son appartement, appelée parce qu'il n'arrivait pas à faire fonctionner la machine à laver, quelque chose se produisit. Le regard que Théo posa sur elle n'était pas empreint de la politesse distante que les jeunes hommes ont souvent avec les femmes plus âgées, mais d'autre chose, peut-être de la curiosité, un intérêt étrange. Et lorsqu'elle se pencha pour vérifier la machine et que son chemisier s'ouvrit légèrement, dévoilant son décolleté, elle vit son regard fixé dessus, son visage rougissant lorsqu'il réalisa qu'il avait été surpris. Béatrice ressentit une pointe d'émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Le pouvoir, le désir, la conscience qu'elle pouvait encore susciter une réaction chez quelqu'un. Elle commença à y aller plus souvent, toujours avec des excuses, apportant du gâteau en disant qu'elle en avait fait trop, des livres qu'elle pensait susceptibles de lui plaire. Théo l'accueillait toujours avec cette maladresse habituelle, lui offrant du thé, parlant de ses cours en ligne, de la difficulté à se faire des amis à l'université virtuelle, de son sentiment d'inadéquation face à ces jeunes qui semblaient en savoir exactement comment vivre, alors que lui n'en avait aucune idée. Béatrice l'écoutait et reconnaissait sa solitude car elle faisait écho à la sienne, 2 êtres invisibles pour des raisons opposées. Lui trop jeune pour être pris au sérieux, elle trop vieille pour être remarquée. Un soir, elle alla lui apporter à dîner et le trouva en larmes sur le canapé. Il venait d'être virtuellement éconduit par une fille de la fac qui s'était moquée de lui lorsqu'il avait tenté d'engager la conversation, lui lançant une remarque cruelle sur son côté bizarre, et Béatrice s'assit à côté de lui, posant la main sur son épaule pour le réconforter. Théo se retourna et la serra dans ses bras, désespéré. Elle sentit son jeune corps trembler contre le sien, si vulnérable, si en manque, et quelque chose en elle s'éveilla violemment. Elle aurait dû se dégager, lui tapoter l'épaule et lui offrir de vaines paroles de réconfort. Mais au lieu de cela, elle passa ses doigts dans ses cheveux, murmura que tout allait bien, que cette fille était idiote, qu'il était spécial. Théo releva la tête, les yeux rougis par les larmes, et ils restèrent ainsi, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Béatrice vit l'instant précis où son regard passa de la gratitude à autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus en manque. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de se retirer, mais elle ne le fit pas, laissant ses lèvres effleurer les siennes, un baiser hésitant, maladroit. Lorsqu'elle répondit, approfondissant le baiser, prenant le contrôle, il gémit doucement, ses mains le serrant comme s'il se noyait. Lorsqu'ils se séparèrent, il était essoufflé, les yeux écarquillés, et murmura « Je suis désolé, je n'ai jamais, je ne sais pas ». Béatrice comprit. Il était vierge, totalement inexpérimenté.
Au lieu de se dérober, elle ressentit une force enivrante, l'idée d'être la première, d'initier, de tenir ce jeune homme entièrement à sa merci. Elle demanda « Tu le veux vraiment ?» Il hocha la tête si rapidement que c'en était presque comique. Béatrice se leva, prit sa main, le conduisit à sa chambre et là, dans l'obscurité seulement troublée par la lumière de la rue filtrant par la fenêtre, elle le déshabilla lentement. Chaque vêtement révélait un corps jeune, mince mais étonnamment sculpté, une peau douce, sans marque du temps. Il tremblait, non de froid, mais d'un mélange d'anticipation et de peur. Elle se déshabilla à son tour et vit l'insécurité dans ses yeux lorsqu'il la regarda, sein tombant, peau relâchée, vergeture, toutes les marques de près de 7 décennies de vie. Un instant, elle crut qu'il allait se reculer, mais au lieu de cela, il tendit la main, toucha son visage avec une révérence qui la fit trembler et murmura « Tu es belle ». Et même si c'était un mensonge évident, même en sachant qu'il était trop inexpérimenté pour se rendre compte de ce qu'il disait, ces mots la brisèrent. Elle l'allongea sur le lit, se hissa sur lui et commença à lui apprendre chaque caresse, chaque mouvement, guidant ses mains là où elle désirait être touchée, lui montrant le rythme, la pression. Théo était un élève attentif, percevant chacun de ses gémissements, chacun de ses soupirs, apprenant ce qui lui procurait du plaisir. Lorsqu'elle le guida enfin en elle, il ferma les yeux, la bouche ouverte, muet de stupeur. Elle commença lentement, sachant qu'il ne tiendrait pas longtemps, et en effet, il explosa en moins d'1 minute, tout son corps tendu, un gémissement étouffé. Mais cela lui importait peu, car l'expression d'extase pure sur son visage, la façon dont il la regarda ensuite comme si elle était un miracle, valait plus que n'importe quel orgasme. Ils restèrent allongés là, Théo tremblant encore, murmurant des remerciements à répétition, tandis que Béatrice caressait ses cheveux, se sentant plus femme qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Elle se réveilla dans son lit le matin, le corps douloureux, mais d'une douce sensation. Théo était déjà réveillé, la regardant avec cette expression d'adoration qui aurait dû paraître pathétique, mais qui, au contraire, la remplissait de force. Il lui demanda s'il pouvait recommencer et elle rit, disant que oui, mais que cette fois, cela prendrait plus de temps, qu'elle ferait les choses correctement. Elle passa les heures suivantes à lui apprendre, lui montrant où la toucher, comment utiliser sa langue, ses doigts, l'invitant à explorer chaque centimètre de son corps jusqu'à ce qu'il en comprenne les moindres recoins. Lorsqu'ils firent enfin l'amour à nouveau, il dura plus longtemps, attentif à ses réactions, et elle eut son premier orgasme en 12 ans, si intense qu'elle pleura ensuite. Théo paniqua, croyant lui avoir fait mal, mais elle le rassura en lui disant que c'était des larmes de joie. Pendant les 3 semaines suivantes, cela devint une routine. Il frappait à sa porte chaque soir, ou elle allait chez lui, et il faisait l'amour avec une fréquence presque comique compte tenu de son âge. Mais son jeune corps avait une endurance infinie. Il était toujours prêt, toujours en redemandant. Et elle, qui pensait cette partie de sa vie terminée, se sentait renaître, achetant de la lingerie neuve pour la première fois depuis des années. Non pas les pièces beiges et pratiques d'une vieille femme, mais de la dentelle noire et rouge, des choses qui faisaient pétiller ses yeux quand elle se déshabillait. Il était insatiable, voulant tout essayer, posant des questions sans gêne. « Je peux faire ça? Tu aimes ça ?» Et elle se surprenait à dire oui à des choses qu'elle n'avait jamais faites, même pas avec son mari, le laissant explorer, expérimenter et apprendre à connaître son corps mieux qu'elle ne le connaissait elle-même. Mais il n'y avait pas que le sexe. Il passait des heures à discuter ensuite, lui allonger la tête sur ses genoux tandis qu'elle caressait ses cheveux, des conversations sur tout, sur ses peurs de ne pas être à la hauteur, d'être toujours différent, et elle parlait de la solitude du vieillissement, de l'invisibilité qui s'installe, du sentiment que la vie s'est arrêtée alors que son corps fonctionnait encore. Théo disait ne pas comprendre comment on pouvait la trouver invisible, qu'elle était la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Elle savait que c'était l'effet de la première fois, mais elle faisait semblant d'y croire, car elle n'avait pas le choix. Le problème a commencé lorsque sa mère est rentrée de voyage et a frappé à la porte de Béatrice pour la remercier d'avoir pris soin de Théo.
Elle a dit qu'il semblait différent, plus sûr de lui, plus heureux, et lui a demandé si elle savait s'il avait rencontré quelqu'un. Béatrice a menti, disant qu'elle ne savait pas, mais elle se sentait coupable, car elle savait que cela ne pouvait pas continuer ainsi, que la situation finirait par exploser, qu'elle jouait avec le feu. Elle a essayé d'y mettre fin un soir en disant à Théo que ça devait cesser, qu'il était jeune, qu'il devait sortir, rencontrer des filles de son âge, profiter de la vie. Mais il a paniqué, l'a agrippée, lui disant qu'il ne voulait personne d'autre, qu'elle était spéciale, que leur relation était spéciale. Béatrice voulait le croire, mais elle savait que c'était une illusion, qu'il confondait la gratitude pour le sexe avec l'amour, qu'il finirait par s'en rendre compte et partir. La bombe a explosé lorsque sa meilleure amie Clarisse est arrivée à l'improviste un après-midi. Elle avait une clé de l'appartement, est entrée en criant « Béatrice, tu es là ?» et les a trouvés sur le canapé, lui torse nu, elle en peignoir, visiblement en pleine action. Clarisse s'est figée, bouche bée, les yeux passant de Béatrice à Théo et inversement. Le silence était assourdissant jusqu'à ce qu'elle finisse par dire « Mon Dieu, Béatrice, qu'est-ce que tu fais? Ce garçon pourrait être ton petit-fils. » Théo se leva brusquement, attrapa sa chemise. Béatrice tenta de s'expliquer, mais Clarisse refusa de l'écouter. Elle hurla que c'était dégoûtant, qu'elle abusait d'un jeune homme vulnérable, qu'elle était une prédatrice, qu'elle devrait avoir honte. Ces mots blessèrent plus qu'une gifle, et lorsque Clarisse claqua la porte, Béatrice s'effondra. Théo essaya de la réconforter, lui disant qu'il se fichait de l'opinion des autres, mais elle savait qu'il ne comprenait pas le poids du jugement social, la façon dont le monde traitait les femmes plus âgées, qui osaient encore éprouver du désir. Clarisse en parla à ses autres amis du club, et en moins d'une semaine, Béatrice fut mise à l'écart, recevant des regards dégoûtés, des commentaires chuchotés. L'une d'elles eut le courage de lui dire en face que c'était dégoûtant, qu'elle devrait chercher des hommes de son âge, que c'était de l'abus même, si le jeune homme ne s'en rendait pas compte. Béatrice cessa d'aller au club, de répondre au téléphone, s'enferma chez elle, et Théo ne comprenait pas pourquoi elle était si affectée. Il dit « Qui se soucie des vieilles commères ?» Mais elles, si, car elles étaient ses amies depuis des décennies, car leur jugement reflétait celui de toute la société. La mère de Théo l'apprit. Nul ne sait comment. Peut-être quelqu'un le lui avait-il dit, peut-être l'avait-elle deviné. Et elle se présenta furieuse chez Béatrice, lui demandant si c'était vrai qu'elle avait une liaison avec son fils. Béatrice ne put le nier, et la femme explosa, disant que Béatrice devrait avoir honte, que Théo était vulnérable, qu'elle avait profité de son inexpérience, de sa solitude, que c'était un crime. Béatrice tenta d'expliquer que ce n'était pas ainsi, que c'était arrivé naturellement, que Théo le désirait autant qu'elle, mais sa mère rétorqua qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, qu'il était encore pratiquement un enfant, qu'elle l'avait détruit. Elle interdit à Théo de parler à Béatrice, menaça d'aller à la police si elle ne cessait pas, et même en sachant qu'elle n'avait rien fait de mal légalement puisqu'il était majeur, Béatrice ressentait le poids de l'accusation, car peut-être avait-elle raison, peut-être avait-elle vraiment abusé de lui. Théo essaya de la contacter, frappa plusieurs fois à sa porte, mais elle n'ouvrit pas, lui envoya des messages restés sans réponse, jusqu'à ce qu'il abandonne. 2 semaines plus tard, sa mère déménagea, emmena Théo, et Béatrice se retrouva seule. Mais plus mal cette fois, car à la solitude s'ajoutait la honte, le poids du jugement, la certitude d'avoir mal agi sans même savoir exactement quoi. Elle reprit ses vieilles habitudes, tenta de retourner au club, mais les regards étaient insupportables, et ses amis restés la traitaient avec un mélange de pitié et de dégoût. Un soir, 3 mois plus tard, Théo se présenta à la porte, plus âgé, et annonça qu'il avait emménagé dans son propre appartement, que sa mère ne pouvait plus le contrôler, qu'il pensait à elle chaque jour. Béatrice voulut le renvoyer, voulait faire ce qu'il fallait, mais lorsqu'il l'embrassa, lorsque ses mains la touchèrent de cette façon dont lui seul savait le faire, elle céda une dernière fois.
Ils firent l'amour avec une urgence désespérée, et après il lui demanda pourquoi elle l'avait repoussé, pourquoi elle ne s'était pas battue pour eux. Elle lui dit la